Bien, merci beaucoup. Vous pouvez prendre place puisque notre Facebook Live normalement va commencer. Donc je remercie le cabinet Michel Koffler qui est à nos côtés ce soir pour présenter l'étude financière qui concerne donc la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Donc vous dire en quelques mots, avant de leur passer la parole pour environ 30 minutes, les raisons de cette démarche. Bon, d'abord, il y a eu un changement de majorité à l'occasion des élections municipales et il est toujours utile pour la nouvelle majorité, puisque nous avons beaucoup de nouveaux élus, d'avoir une vision la plus juste possible de la situation financière de la commune, pour que chacun puisse se l'approprier. Ça me paraît extrêmement important. Deuxième raison, un souci de transparence. Je crois que la population a le droit légitime de connaître précisément la situation financière de la commune. Et cet audit qui vous est présenté ce soir sera en ligne également. Alors peut-être pas dans son intégralité vraiment, parce qu'il y a peut-être quelques éléments un tout petit peu techniques, mais enfin pour l'essentiel sera consultable par chacun des habitants qui souhaitera se faire une opinion éclairée sur la situation de la ville. La troisième raison, c'est que depuis quelques années, un flot de réformes quasi ininterrompu tombe sur les collectivités territoriales en matière de fiscalité. Nous avons eu la fin de la taxe professionnelle qui a été remplacée par la CVAE. Nous avons la fin de la taxe d'habitation qui est en cours de déploiement. Certains ont déjà eu une exonération totale, pour d'autres ça va se faire en 3 fois, en 3 tiers, et elle sera définitivement supprimée en 2023. Deuxième élément, une réduction de la contribution foncière des entreprises. La base fiscale a été réduite de 50% par l'État, par la loi, de manière unilatérale et sans beaucoup d'ailleurs, je trouve, de discussion sur le sujet, puisque c'était dans le cadre de l'urgence sanitaire et la volonté d'aider les entreprises, pourquoi pas, mais enfin il n'y a pas eu d'échange véritable avec les collectivités territoriales. Et puis enfin, et ce n'est pas négligeable, la DGF qui est en cours de suppression. Qu'est-ce que la DGF? L'État donnait aux communes chaque année une somme qui lui permettait de prendre une part importante de ses dépenses de fonctionnement. Alors pour vous donner un chiffre, que vous ayez un ordre de grandeur, la ville de Saint-Médard, avant que débute cette suppression de la DGF, percevait 3 300 000 €. Nous finirons le mandat, s'il n'y a pas de nouvelles dispositions, à moins de 100 000 €, voire à zéro. Zéro, oui, c'est ça, j'avais encore un peu d'espoir, mais non. Donc ça fait quand même une perte de 3,3 millions. Mais parce qu'on ne l'a pas toujours à l'esprit, j'attire votre attention, c'est chaque année. C'est-à-dire que sur un mandat complet, c'est presque 19 millions d'euros en moins dans les caisses de la commune par rapport au mandat précédent, ce qui est absolument considérable et même énorme. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, nous souhaitions un petit peu que le cabinet nous éclaire. C'est un cabinet, je le précise, c'est délicat pour eux de le dire, donc je le fais à leur place, mais qui est reconnu par tous, qui a travaillé pour la métropole très récemment pour faire un petit peu la même démarche, et qui a la réputation d'être le meilleur cabinet en France sur les finances locales. Voilà, c'est toujours un peu embarrassant pour eux de le dire, mais je tiens à le dire quand même. Je réponds juste à une question parce qu'elle m'a été posée, pas à l'instant, mais cette semaine, plusieurs fois. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait faire par le Trésor public? Pour une raison simple, c'est qu'ils ne le font plus. Et que c'est vrai que c'est des analyses financières qu'on pouvait obtenir il y a quelques années, mais désormais, les réformes, là encore, successives, notamment la suppression du nombre de postes de fonctionnaires et puis des nouveaux rôles qui ont été affectés aux trésoreries localement, bien, ils ne le font plus et donc on passe par un cabinet. Voilà, je vous donne la parole pour une présentation d'environ 30 minutes.
Ensuite, donc la presse posera des questions, puis évidemment chacune et chacun d'entre vous, puis nous terminerons la réunion pour basculer ensuite vers notre commission réunie de préparation du Conseil. C'est à vous. C'est bon. Vous avez rééteint. Voilà. Merci Monsieur le maire, j'espère que je serai à la hauteur du coup de l'introduction que vous venez de faire par rapport à notre cabinet. Alors effectivement, donc je suis membre du cabinet Klopfer, donc on a un cabinet indépendant donc, qui travaille avec l'ensemble des collectivités territoriales, donc on a l'ensemble des salariés, enfin les salariés sont les actionnaires, donc il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts et c'est pour ça qu'on travaille avec les collectivités territoriales. Et donc, je vais vous parler des finances de votre commune et de la façon dont on gère ou qu'on analyse les finances d'une commune ou d'autres collectivités territoriales. Alors, le point central de l'analyse financière d'une commune, c'est ce qu'on appelle l'épargne brute. L'épargne brute, qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le support ou si vous l'avez devant les yeux, du coup, c'est la page 4. Et donc, dans un budget d'une commune ou de toute collectivité territoriale, on a deux sections, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Ces deux sections doivent être équilibrées. En fonctionnement, vous avez toutes vos dépenses de tous les jours, c'est-à-dire votre personnel, vos achats de consommables. C'est un peu comme un ménage finalement, c'est votre loyer, vous percevez votre salaire en recettes et en face, vous avez vos différentes dépenses, votre loyer, la nourriture, etc. Et ce qu'il vous reste à la fin du mois vous permet, si vous le souhaitez, d'investir. Donc c'est ce qu'on voit, le carré vert, donc cette épargne brute. Cette épargne brute, elle est centrale pour les communes, puisque c'est ce qui nous permet à la fois d'équilibrer le budget, parce qu'on a besoin de couvrir les remboursements d'emprunts avec cette épargne brute, et aussi à la fois d'investir. Investir, ça nous permet, cette épargne brute, de gager de l'emprunt dessus. Donc on considère qu'un d'épargne brute va nous permettre de gager 10 d'emprunt. Plus on va percevoir des subventions, et donc avec un d'épargne brute, vous allez pouvoir investir 12 ou 13. Alors cette épargne brute, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Vous n'avez pas la même épargne brute que la Bordeaux Métropole, par exemple. C'est normal, vous ne faites pas la même taille. Donc là, dans ce cas de figure, ce qu'on va faire dans l'analyse financière, c'est qu'on va utiliser des ratios d'analyse afin de vous comparer à ce qui est comparable donc, par rapport à votre taille. On utilise principalement deux ratios pour voir la situation financière de votre commune. Le taux d'épargne brute, qu'est-ce que c'est ? On va comparer ce que vous arrivez à dégager tous les ans en autofinancement par rapport à ce que vous avez réellement comme revenu. Et donc là, on a des seuils d'alerte et de vigilance pour voir si ce que vous arrivez à dégager est suffisant ou non. On utilise des seuils qui, pour l'analyse rétrospective, c'est-à-dire sur le passé, étaient un seuil minimal d'environ 7 à 8%. Pourquoi ? Parce que contrairement aux ménages, les communes, elles ont l'obligation d'amortir leurs investissements. Donc c'est une ponction sur leur épargne brute pour être sûr que lorsque vous avez des équipements à renouveler, vous serez en capacité de le faire. Et en même temps, vous avez des contraintes d'équilibre, ça c'est les finances publiques du coup, et c'est imposé par la loi, qui vous impose que votre épargne brute, elle couvre le remboursement des emprunts. C'est plutôt logique, c'est comme pour un ménage quelque part, c'est fait pour éviter que votre commune s'endette pour rembourser ses emprunts et donc se trouve au final sur une situation de surendettement. Donc ça, c'est le premier indicateur qu'on va utiliser. Après, on a des seuils de vigilance autour de 10% en analyse rétrospective. On a un autre indicateur qui est très important dans l'analyse financière, c'est la capacité de désendettement. La capacité de désendettement, encore une fois, c'est basé sur l'épargne brute, mais là, on va regarder votre dette. Comme je vous le disais, on va regarder si votre commune est trop ou pas assez endettée. Donc ça, il faut qu'on le compare avec le principal moyen de remboursement de votre dette, c'est-à-dire votre épargne brute. À quoi ? À votre stock de dette. Et donc là, ça va s'exprimer non pas en pourcentage, mais en années. Donc c'est un indicateur théorique, et on va comparer votre épargne brute à votre stock de dette, et ça va nous dire si votre commune arrête totalement d'investir, ce qui ne sera pas le cas bien évidemment, mais si elle arrête totalement d'investir, il faudra X années pour qu'elle rembourse l'intégralité de sa dette. Et donc ça, encore une fois, on va le comparer à d'autres communes et on va avoir des seuils de vigilance. Et donc il y a un seuil à absolument ne pas dépasser, c'est un seuil de 12 ans, qui est un seuil fixé par la loi pour les plus grosses collectivités, mais on considère que
à partir de 8 ou 10 ans, on commence à avoir une collectivité qui va être assez endettée. Donc voilà pour les ratios d'analyse. Alors après, comment est-ce qu'on fonctionne dans l'analyse financière? On va prendre vos comptes, tout simplement. On va aller regarder, c'est des comptes qui sont publiés et qui sont consultables. On va les comparer, on va les analyser. On va regarder s'il n'y a pas des éléments qui viennent perturber, parce que des fois, il y a des écritures comptables, comme pour les entreprises, où il est besoin de les retraiter pour voir dans quelle mesure l'épargne brute qui est dégagée, notamment, est récurrente ou non. Un exemple, par exemple, si vous faites des cessions, c'est-à-dire si la ville vend des biens, dans ce cas-là, ça va majorer la section de fonctionnement, parce que c'est inscrit en fonctionnement. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de récurrent. Une fois qu'on vend un bien, on ne reçoit pas de l'argent tous les ans. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on retraite en section d'investissement pour dire que ça, c'est ponctuel, c'est exceptionnel, on ne le prend pas en compte dans l'analyse pour voir si la situation va bien de la commune. Donc voilà, on fait ces retraitements-là et ça nous permet d'analyser sur un temps un peu long les finances de votre commune. Pourquoi c'est important d'être sur le temps long? Parce que, par exemple, cette année, on a eu la crise de la Covid, les finances de la ville ont été impactées, mais il faut regarder ça sur la dynamique. Est-ce qu'il y a vraiment une dégradation très importante ou est-ce que dans la dynamique, on a une situation qui peut paraître saine? Alors, maintenant, on va parler vraiment des chiffres. Alors, votre situation au compte administratif 2020. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, donc toujours sur le même type de schéma, on peut voir que vos recettes de fonctionnement représentent 38 millions. Donc là-dedans, dans ces recettes de fonctionnement, il y a ce que la ville perçoit comme imposition, comme dotation. Donc voilà, ça représente 38 millions. En face, on va avoir ces dépenses de gestion. Donc les dépenses de gestion, ça va être les frais de personnel, l'achat de consommables, les fluides, parce qu'il faut chauffer, il faut mettre du carburant dans les voitures, etc. On va avoir les frais financiers. Les frais financiers, qu'est-ce que c'est? C'est la ville a des emprunts, rembourse des intérêts sur ces emprunts, et bien ça fait partie du bloc de dépenses de fonctionnement, et ça représente 400 000 euros. On dégage cette épargne brute qui représente 3,9 millions d'euros, qui va venir, comme vous le voyez, toujours sur le carré vert, en section d'investissement pour financer des investissements. En face de ça, on va avoir nos dépenses d'investissement, donc avec le remboursement d'emprunt, 2,4 millions. On voit que l'épargne brute couvre ces remboursements d'emprunt, c'est une très bonne chose, et on va avoir des dépenses d'investissement. En l'occurrence, ici, 8,5 millions d'euros. Vous avez en recettes d'investissement des recettes qu'on dit définitives, donc ça va être des subventions qui vont être versées par le département, par la région, ça va être des versements que l'État vous donne, et pour équilibrer le tout, vous avez les recettes d'emprunt. Donc la ville a emprunté 4 millions d'euros pour équilibrer sa section de fonctionnement, et la différence fait 200 000 euros, ça va dans votre fonds de roulement, c'est-à-dire l'excédent que vous avez dégagé année après année. Est-ce que ces ratios sont bons? Alors, avec cette situation-là, vous arrivez à 10,2% de taux d'épargne brute. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est au-dessus du niveau de vigilance, sachant que la crise de la Covid a pas mal impacté les finances de la ville et on aurait dû être autour de 12% sans cette crise. Mais cette crise, malheureusement, elle est quand même en train de durer. Par exemple, on n'a pas de festival, on n'a pas des recettes qui vont être associées. Donc voilà. Après, sur votre dette, votre dette, elle fait 19 millions. À 19 millions, on peut se dire ça fait beaucoup. Du coup, il faut le comparer à ce qui sont moyens de remboursement, encore une fois. Et là, on se rend compte que, en termes de volume de dette, vous êtes dans une bonne situation puisqu'elle représente 4,9 ans. Là encore, les seuils de vigilance sont autour de 8 ans, 10 ans, et les seuils d'alerte autour de 12 ans. Donc encore une fois, vous avez une situation qui est plutôt saine. Donc, votre autofinancement, donc on voit sur la période qui va de 2017 à 2020, c'est la période qu'on a eue pour l'analyse. Donc on a des variations qui sont... l'épargne devait se situer autour de 4,9 millions, une baisse d'1 million sur l'année 2020 du fait de la crise de la Covid. Et vous avez un pic en année 2018, mais qui est dû à une recette exceptionnelle sur des droits de mutation. Les droits de mutation sont perçus par la commune sur les ventes immobilières qui ont lieu sur le territoire. Donc là, il y avait une recette exceptionnelle et qui a permis de majorer le taux d'épargne brute. Autre fait important, et là on va parler vraiment des caractéristiques de votre commune et de ce qui est marquant. Le rapport est plus important, mais donc là on a
pour tenir 30 minutes, condenser quelques éléments. Fait important sur votre commune, on voit que vous avez une population qui est dynamique. Entre 2015 et 2020, vous avez quand même une population qui a augmenté de 7%. Les recettes sont assez dynamiques, notamment grâce à la fiscalité, et les dépenses, elles ont progressé un peu plus légèrement, notamment à partir de 2017. Donc on voit que sur le graphique, c'est la courbe rouge, elles ont progressé légèrement en dessous des dépenses de fonctionnement sur la commune. Autre élément très important sur votre commune, donc maintenant le taux d'épargne brute, à combien on est? Eh bien, on voit qu'on a commencé en 2015 à un taux qui est semblable à celui qu'on avait en 2020, donc autour de 10%. Et on a eu une progression, c'est la courbe verte, autour de 12%, et en 2018, on a eu ce pic en haut avec des recettes exceptionnelles. Alors pourquoi on a une deuxième courbe? Là, on a représenté le taux d'épargne brute que la commune aurait eu s'il n'y avait pas eu l'augmentation d'impôts qu'il y a eu en 2016. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sans cette augmentation d'impôts de 2016, là, la commune aurait fini le mandat donc en 2020, enfin, fini l'année 2020, à un taux d'épargne brute de 7,3%. 7,3%. Dans cette situation-là, la commune serait en grande difficulté pour équilibrer son compte administratif. Donc on voit que c'est par cette augmentation de fiscalité qu'il y a eu en 2015 que la commune a pu se maintenir à flot financièrement. Quand on prend une comparaison sur un panel de communes qui sont similaires, donc ça c'est des exercices qu'on fait pour aussi que ça puisse permettre à chacun de se positionner par rapport aux autres, on voit que au niveau des recettes réelles de fonctionnement, vous êtes plutôt inférieur à celui de votre strate. Donc ça veut dire que la commune n'a pas trop de recettes par rapport à sa strate de population. Et dans le même temps, on voit que les dépenses sont sur un registre à peu près similaire. Vous êtes inférieur de 7% par rapport aux recettes, et là vous êtes inférieur de 8%. Et ça vous positionne sur un taux d'épargne brute qui est légèrement supérieur à votre strate, mais ça reste suffisamment proche. Élément très important sur votre commune, c'est la dynamique de vos bases fiscales. Alors ça, c'est une chose très importante. Pourquoi? Parce que ça vous permet, sans augmentation d'impôts, d'avoir tout de même des augmentations de recettes sur votre commune, contrairement à d'autres communes qui, elles, si par exemple on est sur un territoire en déprise où il y a une perte de population tous les ans, ou des grandes entreprises qui partent, là on aura des bases fiscales qui diminueraient. Vous, c'est pas ce qu'on a constaté sur la période, on a plutôt des bases qui sont dynamiques, il y a une revalorisation annuelle des bases fiscales, donc ça joue pour vous, mais aussi vous avez une population dynamique, donc des constructions, et donc ça vous ramène quand même une partie de recettes sur le mandat. À l'inverse, et Monsieur le maire a commencé d'en parler, on voit que sur vos dotations, là, c'est la chute libre. C'est la chute libre pourquoi? Et ça va être important pour la suite. En 2014, vous aviez une DGF qui faisait 2,38 millions d'euros de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la précédente crise des subprimes, l'État a dépensé énormément d'argent et s'est dit il faut répondre aux critères de la Commission européenne, donc il est nécessaire d'assainir les comptes publics. Face à cette situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de faire tous les fonds de tiroir, et c'est quand même beaucoup plus simple de le faire sur un portefeuille qui n'est pas le sien, c'est-à-dire celui des collectivités territoriales. Donc, en l'occurrence, il y a eu ce qu'on appelle la contribution au redressement des finances publiques. Qu'est-ce que c'est? On a considéré que on pouvait économiser, le budget de l'État pouvait économiser certaines dotations, et donc on va prélever les communes qui sont considérées comme les plus riches. En l'occurrence, ça se fait sur un indicateur qu'on appelle le potentiel fiscal. Le potentiel fiscal, c'est on va regarder vos bases d'imposition, les comparer aux autres communes au niveau national, et donc on va se dire, celle-là de commune, elle a des bases fiscales qui sont importantes, donc elle peut augmenter les taux, donc on a moins besoin de l'aider, donc on peut prendre une partie de la DGF. C'est ce qui s'est passé chez vous, et donc vous avez eu une perte de DGF qui est assez importante de 2,38 millions d'euros depuis 2014. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle l'écrêtement. L'écrêtement, qu'est-ce que c'est? C'est le même principe. On va regarder quelles sont les collectivités qu'on considère comme riches et on va prendre une partie des dotations pour le reverser à d'autres collectivités qu'on considère comme pauvres. C'est de la péréquation horizontale, ça évite à l'État d'augmenter l'enveloppe de la DGF et ça permet de répartir différemment la richesse. Et donc vous,
À l'heure actuelle, vous avez environ 1 million d'euros de DGF en fin 2020. En 2026, elle devrait être presque nulle, donc environ de 50 000 euros, voire 0 euros. Donc ça veut dire que vous allez perdre sur le mandat 1 million d'euros par an, enfin, du moins, à terme, 1 million d'euros de DGF qui feront un trou dans votre budget. Les investissements maintenant, bon, du coup, vous avez un investissement moyen de 8,4 millions d'euros entre 2017 et 2020. Mais ce qui nous intéresse plus d'un point de vue financier, ce n'est pas vraiment le montant des investissements, mais c'est comment ils sont financés. Là, à l'heure actuelle, vous avez un taux d'autofinancement, donc ce qui est payé par votre épargne brute, de 59%. Donc ça, c'est plutôt un bon taux et ça permet de financer une grande partie des investissements. C'est plutôt une bonne chose. Des recettes définitives, donc les subventions, etc., 23%. Et ce qui est assez notable chez vous, c'est les produits de cession. Sur le mandat précédent, les produits de cession ont permis de payer 12% des investissements. Donc c'est très bien, ça permet de payer une partie des investissements, mais attention, ça se fait en une fois. Et donc c'est des ressources qui ne sont plus disponibles pour financer de nouveaux investissements. Et une légère consommation de votre fonds de roulement, mais qui reste très important au niveau de la commune. Votre dette maintenant, donc il y a eu une augmentation, mais qui est encore assez minime. Vous êtes à 19,3 millions d'euros en 2020. Ça représente 51% de vos recettes réelles de fonctionnement. Là, encore une fois, c'est un bon ratio, parce qu'à partir de 100%, il y a certaines banques qui ne veulent plus prêter. Bon, 51%, vous avez de la marge, et donc vous pouvez endetter un peu plus la commune. Et maintenant, donc, sa capacité de désendettement, cette capacité de désendettement, elle est fixée à 4,9 ans en 2020. Là, encore une fois, vous avez plutôt des marges sur ce ratio. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir du passé sur votre commune ? Au 31-12-2020, vous avez une situation qui est saine. Vous avez un taux d'épargne brute qui est 10,2% malgré la crise. Vous avez des charges de fonctionnement qui ont peu évolué sur la période et des recettes qui ont sensiblement augmenté. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais vous avez quand même un taux d'épargne brute qui a baissé. Parce que, ce faisant, avec la baisse de la DGF, ça impacte vos finances. La dette, elle est plutôt stable sur la période, on a plus 9%, c'est plutôt stable, et vous avez de quoi financer de nouveaux investissements par de la dette. Donc, en termes de fonds de roulement maintenant, donc ce que vous avez accumulé au fur et à mesure des années, vous êtes autour de 3,6 millions d'euros, et donc ça permettra de les utiliser plutôt que de faire de l'emprunt, donc sur lequel vous ne paierez pas du coup de taux d'intérêt, pour la prochaine mandature. Le contexte économique maintenant, c'est toujours important en termes de communes, en termes d'analyse financière, de se référer au contexte économique parce qu'on n'est pas isolé du monde et donc les décisions, notamment de l'État, ont un impact sur les communes. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Comme je vous le disais tout à l'heure, sur la crise des subprimes, ça vous a coûté 2,4 millions d'euros de DGF. Alors, peut-être je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est à peu près au milieu, l'année 2013, où on voit, donc sur les graphiques à côté, c'est l'évolution du déficit public et l'évolution de la dette publique. En 2013, en dette publique, on était autour de 93,4%. 93,4% du PIB, c'est ça. En 2020, on est à 119,8%. Donc ça vous a coûté 2,4 millions d'euros dans une situation qui était beaucoup plus saine qu'elle l'est à l'heure actuelle. Donc attention, ça c'est vraiment un facteur de risque qui est une nouvelle contribution de l'État pour les collectivités dans les années à venir. D'autre part, on a un contexte législatif qui est assez inédit. Donc on a la réforme de la taxe d'habitation où, comme Monsieur le maire vous l'a dit, donc, on a donc, cette taxe d'habitation qui ne sera plus perçue par la commune dès cette année, qui restera à payer pour certains contribuables en fonction de leurs revenus, et qui va disparaître d'ici 2023. J'y reviendrai plus tard. Et on a une deuxième réforme qui est une baisse de 50% des bases fiscales des entreprises industrielles. Et donc ça, vous avez une compensation à l'euro près. En fait, vous récupérez, pour la taxe d'habitation, le taux du département. Les contribuables ne paieront pas plus cher, mais vous récupérez le taux du département. Et il y a un calcul qui est fait, donc avec ce qu'on appelle le COCO, parce que nous aussi on sait s'amuser en finances publiques, et donc il y a un coefficient correcteur qui vient comparer votre produit que vous touchez avec le foncier de département et ce que vous touchiez avant avec la taxe d'habitation, et ça vient vous compenser. Donc c'est une bonne chose, vous êtes compensé à l'euro près pour le moment.
Cependant, il y a quand même une chose qui est visible avec ce coco, c'est que, et avec cette diminution des bases de foncier industriel, c'est que là-dessus, vous n'avez plus de pouvoir de taux. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez une assiette avec la taxe d'habitation qui était assez importante, et si vous vouliez augmenter de 10% vos produits fiscaux, il fallait augmenter de 10,3% les taux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des compensations aussi dedans. À l'heure actuelle, c'est plus la même. Parce que pour augmenter de 10% vos produits, vu qu'il y a une baisse des produits fonciers industriels qui n'est plus assujetti à un taux, et qu'en même temps, on a ce calcul du coco, là, aujourd'hui, il faudrait que vous augmentiez de 12,6%. Donc là, c'est l'équilibre sur le papier, mais vous perdez quand même du pouvoir de taux sur la commune. Alors, maintenant, l'analyse prospective. Vous avez vu, je tiens les temps pour le moment. L'analyse prospective. Qu'est-ce qu'on fait pour l'analyse prospective? Eh bien, on va prendre les comptes de votre commune, on va les analyser comme on a fait en rétrospective. Et on va se dire, qu'est-ce que ça va donner dans 6 ans, dans 5 ans, et comment ça va évoluer? Quelles sont les tendances? Quels sont les projets sur le territoire? Quels sont les projets au niveau national? Et comment ça va évoluer? Donc on va prendre différentes hypothèses, par exemple sur le personnel, une augmentation de 1,2% qui nous permet d'être sur des niveaux stables et sur une moyenne qui est plutôt basse au niveau national. Sur d'autres communes, on serait plutôt autour de 1,5%. Là, on a choisi de prendre 1,2% d'augmentation. On va prendre d'autres hypothèses, les hypothèses d'inflation, les hypothèses de taux d'intérêt pour regarder combien vous allez devoir payer pour des nouveaux emprunts, pour des nouveaux investissements. Et donc, tout ça va nous permettre de projeter les finances de votre commune. On va prendre un autre indicateur aussi, enfin, du moins un autre élément, c'est le programme pluriannuel d'investissement, dit PPI. Alors là, donc on a pris les projections qui étaient celles de la commune au niveau des investissements. Donc vous voyez ce graphique-là, donc avec une partie des investissements qui étaient déjà engagés lors de la précédente mandature et qu'il reste à terminer, parce qu'on ne va pas arrêter une construction au plein milieu du projet, donc il faut terminer ces investissements. Et donc ça représente, c'est les carrés rouges, et ça représente 21% de l'enveloppe d'investissement sur la période. Et donc le PPI étant fait jusqu'en 2025, et en adéquation et en échange avec les services de la mairie, on a défini en 2026 un niveau d'investissement qui est pour le moment provisoire, de 4,6 millions d'euros, et qui nous permet donc de terminer notre projection. Et donc ça ferait environ 8,3 millions d'euros de dépenses d'investissement par an. Qu'est-ce que ça donnerait au niveau de votre commune? Eh bien, on voit que l'épargne brute, elle chute un petit peu. C'est pas énorme, mais elle chute un petit peu. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une hausse des produits fiscaux via la revalorisation des bases, mais en même temps, vous allez avoir des dépenses qui augmentent. C'est plutôt logique parce que vous avez quand même une population qui augmente. Donc on ne peut pas avoir des dépenses qui stagnent avec une population qui augmente. Au bout d'un moment, il y a une problématique. Et donc vous avez donc des dépenses qui vont augmenter légèrement plus vite que vos recettes, et vous allez avoir un pincement au niveau de votre taux d'épargne brute. Taux d'épargne brute, du coup, comme je vous le disais, qui devrait se retrouver en fin de période autour de 8,1%. Ça va baisser dès 2021, remonter légèrement, puisqu'on va avoir des recettes supplémentaires qui vont revenir du fait de la fin de la crise de la Covid, espérons-le. Et donc, on va stagner autour de 8,1%. Alors là, on voit que vous êtes dans le rouge, mais pourquoi aussi? C'est parce que, comme je vous le disais, vu qu'on risque d'avoir une nouvelle contribution au redressement des finances publiques, les indicateurs qu'on prend en analyse financière sont rehaussés sur la période à venir. Donc on considérait dans la période précédente qu'il y avait un plancher à ne pas atteindre qui était de 8% pour le taux d'épargne brute. Là, on considère qu'il faudrait quand même être au-dessus de 10%. Pourquoi? Comme sur la précédente projection, où je vous montrais que l'augmentation de la fiscalité vous a permis dans le passé de rester au-dessus de ces seuils d'alerte. On considère qu'à 10%, si vous avez une nouvelle contribution, vous pourrez encaisser une partie de la dépense supplémentaire. Donc c'est des seuils qui nous permettent d'avoir des matelas supplémentaires dans la gestion communale.
Alors du coup, on a travaillé du coup à modéliser donc cet effet sur la dette de la commune. Et donc on voit qu'avec le PPI tel qu'il était proposé, on va avoir un niveau de dette qui va fortement augmenter sur la période jusqu'en 2025. Elle devrait baisser en 2026 parce qu'on a une enveloppe d'investissement qui est un peu inférieure. Et maintenant, considérant le rapport donc, de l'épargne brute à votre dette, on aurait un niveau de dette qui passerait les 10 ans en 2025 et qui rebaissera un petit peu. Et donc là, on serait quand même sur des seuils qui seraient trop importants et qui nous paraissent nécessaires de corriger via des ajustements. Parce que 10 ans sur la période à venir, ça nous paraît quand même très haut. Et ces emprunts-là, ils ne se remboursent pas tout de suite. Donc ça veut dire que vous perdez de la capacité sur les futures années aussi à mener de nouveaux investissements qui seront nécessaires. Parce que peut-être la chose que je n'ai pas précisée, mais contrairement à un ménage qui, par exemple, va devoir investir pour acheter une maison, une commune doit continuer d'investir au quotidien pour pouvoir renouveler les équipements, pour pouvoir toujours fournir des services. Donc c'est important aussi de ne pas d'être trop sur ces ratios de dette pour toujours avoir des possibilités, des marges de manœuvre pour pouvoir débloquer de nouveaux fonds si nécessaire. Et donc on a une marge de manœuvre qui est finalement en recette la seule qui demeure pour les communes. On a possiblement de la tarification, des produits de tarification, mais c'est des services qui doivent être équilibrés et qui ne peuvent pas être excédentaires, donc c'est quand même très peu de marge de manœuvre. Et la seule qui nous reste finalement, c'est le foncier bâti qui vous est transféré. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'avec une hausse de 4,8% du taux de foncier bâti, on serait à un niveau qui est similaire à ce qu'on a en 2020 au niveau du taux d'épargne brute, voire même légèrement supérieur, donc autour de 10,4%. Et donc là, vous passez le plancher admis de 10% et ça vous laisse une marge de manœuvre si nécessaire en cas de nouvelles contributions au redressement de finances publiques. Et concernant votre dette, là, on est sur des ratios qui sont plus sains. Pourquoi ? Parce que vous avez plus d'épargne brute, donc vous pouvez financer plus d'investissements par vos propres ressources et donc vous avez moins besoin d'emprunter. Donc votre dette sera moins forte. Et donc là, vous seriez autour de 6 ans. Donc on est à un niveau, une augmentation de 1,2 ans par rapport à 2020. Donc on est dans une bonne situation. Sachant que si nous souhaitions passer au-dessus des 12% de taux d'épargne brute, ça demanderait une augmentation de 8,2% du taux de foncier bâti. Mais il y a un autre élément aussi important sur cette période-là, c'est qu'en 2026, vous aurez une DGF qui est nulle, comme je vous le disais. Et donc, normalement, à cette période-là, vous n'aurez pas de nouvelles baisses de recettes supplémentaires, à part contribution au redressement des finances publiques dans une manière qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Mais normalement, vous aurez des finances qui seraient stables si vous maintenez le niveau de dépenses, et ça vous permettrait, donc, avec cette augmentation, de maintenir vraiment la situation financière de la commune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant en termes d'impact pour les contribuables ? Alors, comme je vous l'ai dit, donc on a cette réforme de la taxe d'habitation. Donc en 2020, donc on a pris une hypothèse, on a regardé des valeurs locatives moyennes supérieures de 20%. Pourquoi ? Parce que il y a 30% environ des habitants de la commune qui restent assujettis à la taxe d'habitation, donc on considère quand même que c'est les ménages qui ont des bases d'imposition qui sont un peu supérieures. Donc on a pris cette hypothèse de valeur moyenne donc pour des maisons ou appartements 20% supérieure à la moyenne, et on a simulé combien payait ce ménage. Donc ce ménage, en 2020, il payait autour de 1 595 € en moyenne de taxe d'habitation. En 2021, elle va baisser de 30%, donc on ne sera plus qu'à 1117. Elle rebaissera en 2022 de 35%, donc on sera à 558. Et en 2023, plus de taxe d'habitation, et donc c'est terminé de la taxe d'habitation. À l'inverse, pour le foncier bâti, donc on a la TOM, donc qui est la redevance pour les ordures, donc qui est en vert, et pour le foncier bâti, on va avoir un autre effet. Donc à l'heure actuelle, la commune perçoit, donc en 2020, la commune percevait un taux et le département percevait un taux. C'est la case orange. En 2021, le foncier bâti du département est transféré à la commune. La commune ne perçoit l'intégralité, donc ça représente 1258. Il y a l'effet du coco qui compense la commune parce que vous perdez de l'argent par rapport à la taxe d'habitation. Et donc cette hausse de 4,8% représente environ 50 €
sur ce genre de foyer, donc 20% supérieur. En titre de comparaison, en 2016, l'augmentation qu'il y avait eu représentait, pour ce même type de logement, donc on a encore augmenté les bases de 20%, ça représentait environ 57 € pour la taxe d'habitation et 38 € pour le foncier bâti. Donc ça représentait 95 €. Donc là, on est presque sur une augmentation qui est inférieure de 2 fois, quoi. Alors, en conclusion, il me reste 4 secondes, je peux déplacer d'une minute, ça vous va? En conclusion. 6 secondes. Non, allez-y. En conclusion, alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur votre commune? On voit que votre DGF, elle a diminué et elle va continuer de diminuer. Donc, de fait, il y a une nécessité d'avoir des recettes supplémentaires et qui ne viendront pas de l'État. Donc, la seule marge de manœuvre qui vous reste, c'est le foncier bâti. Si on augmente ce taux de foncier bâti, on arrive à des taux qui sont rehaussés et donc qui permet l'équilibre de la situation financière de la commune, à part catastrophe qu'on ne souhaite pas. Mais donc on a une situation qui est saine avec cette augmentation de 4,8%. Pourquoi 4,8%? Parce que la réforme de la taxe d'habitation et la compensation des bases de foncier industriel vous coûtent aussi de l'assiette imposable. C'est en quoi vous auriez pu augmenter moins que 4,8%, ça aurait dû être autour de 3,7 environ, et ça aurait fait le même produit. Bon, là, du coup, avec la réforme, vous y perdez, vous êtes obligé d'augmenter plus le niveau de foncier bâti. Ensuite, grâce à cette augmentation, vos finances seront saines, et vous arrivez quand même à financer un volume d'investissement de 50 millions d'euros jusqu'en 2026. Donc ça vous permet, vous avez quand même des marges de manœuvre là-dessus, et vous êtes quand même sur un volume d'investissement qui est quand même conséquent pour une ville de la taille de Saint-Médard, et qui vous permet quand même de mener à bien vos projets, je l'espère. Donc voilà, je pense que... Oui. Mais merci beaucoup en tout cas pour ce travail qui est très utile et très éclairant. Je ne serai pas long parce que maintenant c'est l'heure des questions, mais juste ça m'inspire une réflexion nationale, c'est qu'à l'évidence le bloc communal va être en difficulté parce que la suppression de la DGF et les réformes de la fiscalité locale vont rendre plus compliqué le financement à venir des investissements, mais aussi du fonctionnement, lesquels sont sans doute aujourd'hui plus importants encore peut-être qu'hier, puisqu'on va sortir d'une période de crise qui aura eu des conséquences fortes dans la population, pour les entreprises, pour les commerçants, pour les associations. Et donc c'est au moment où les collectivités auraient besoin justement d'aider tout le monde, y compris par la commande publique, pour participer à la relance de l'économie, et bien que les effets ciseaux des réformes nationales rendent les choses plus complexes. Pour Saint-Médard, ça vaut pour tout le monde. Pour Saint-Médard, on a une situation financière qui est très correcte, vous l'avez dit. Simplement, on a un effet structurel maintenant, qui a conduit d'ailleurs, lors du dernier mandat, à une augmentation également, en 2015, si ma mémoire est bonne, de 5,80 et quelques, à l'époque sur l'ATH et sur le foncier qui représentait à peu près 95 €, c'est ce que vous avez souligné. Eh bien, que se passe-t-il en fait? Les réformes successives de suppression de la DGF, de réforme de la taxe d'habitation, de réforme des impôts des entreprises font qu'on n'a plus une évolution naturelle de la fiscalité, c'est-à-dire sans augmenter les taux, quelle est ma recette supplémentaire? Eh bien, il y a quelques années, cette recette supplémentaire, elle suffisait, et même elle permettait d'aller plus loin, de couvrir les dépenses de fonctionnement ou leur hausse, et de dégager encore de la marge pour investir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que l'évolution naturelle, c'est qu'on a un décrochage des deux courbes. On a des recettes de fonctionnement qui diminuent par rapport à l'évolution de la population, et on a des dépenses de fonctionnement qui sont pour l'essentiel constituées du personnel municipal, des subventions aux associations, du financement du carré colonne à travers le PCC, qui sont compressibles certes, mais enfin peu. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une situation qui conduit structurellement aujourd'hui à devoir avoir une augmentation de la taxe foncière, mais qui sera
de moitié de ce qu'avait été l'augmentation de 2015. Et si nous faisons ça, mais ce sera l'objet des débats en commission des finances et puis au conseil municipal, eh bien nous finirons l'exercice en 2026 avec une situation saine. J'ajoute, et ce sera mon dernier mot, mais je pense que la question est tout à fait légitime et donc elle sera forcément posée. Si nous réduisions nos investissements, parce que j'y ai pensé évidemment, ça ne changerait pas le problème, malheureusement, parce que le problème, il est en fonctionnement. C'est un effet ciseau qui se trouve en haut, c'est-à-dire en section de fonctionnement. On a malheureusement, avec la baisse de la DGF, la perte de dynamique de nos bases, eh bien on a des recettes qui font comme ça, si vous voulez, et on a des dépenses qui, elles, restent stables ou diminuent légèrement, mais donc vous avez un décrochage. Et que vous passiez l'investissement de 50 à 40, par exemple, ça nous conduit exactement, malheureusement, à la même impasse. Voilà. Donc ce que je voulais dire très vite, et maintenant la parole est à vous, Monsieur Leblanc. Ça marche ? Voilà. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je ne serai jamais élu. Je ne sais pas à quoi en servir. Non, je n'ai pas vraiment de questions. Après, j'ai à peu près tout compris. Maintenant, ça va être plus compliqué de le faire comprendre aux gens. Mais c'est clair. J'ai compris. Vous avez toutes les infos. Ce que ça voulait dire. Après, c'est les réactions, c'est politique. Mais ça, c'est pas... Là, je suis là pour les traduire. Donc, bravo au cabinet qui a été d'une clarté cristalline. Oui. Non, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez... Oui, Madame Picard, je vous en prie. Alors, il faut appuyer. Allez-y. Ah, c'est pénible ce truc. C'est jamais ce qu'il faut faire. Ça marche ou pas ? Voilà. Monsieur le maire, mes chers collègues, tout d'abord, donc, je voudrais remercier le représentant du cabinet qui vient de nous faire cet exposé. 2 remarques très simplement. Tout d'abord, je ne peux que me féliciter de la situation saine que nous vous avons laissée. En ce qui concerne l'opportunité d'augmenter les impôts fonciers que chacun appréciera, je pense que nous aurons l'opportunité d'en débattre la semaine prochaine lors du prochain conseil municipal. Je voulais tout simplement vous poser une question, monsieur le maire, puisque un certain nombre d'internautes vous l'ont posé cette question. 13 000. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie. Donc, pour éclairer tout le monde, le coût de l'étude qui a été réalisée par le cabinet donc, est de 13 000 €. Pour information, mais ce n'est pas du tout pour polémiquer, Madame Picard, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Vous aviez vous-même mandaté un audit sur le pacte de progrès, ce qui concernait le personnel qui avait coûté 53 000 € à l'époque. Donc on est dans quelque chose de tout à fait raisonnable. Sur le fond, est-ce que vous avez d'autres questions ? Parce que le cabinet a été tellement clair, en fait, que tout est réglé, quoi. Monsieur Morisset. Messieurs, dames, bonsoir. C'est pas vraiment sur le fond que je voudrais réagir, c'est plutôt sur l'expertise même du cabinet. Je voulais savoir un petit peu si, justement, ils étaient au fait de ce qui se passe, en particulier au niveau du Trésor public, au niveau de l'État, au niveau de Bercy surtout, puisqu'il serait bon d'éclairer un petit peu plus, justement, on en a bien besoin en tant que citoyen et en habitant, justement, du fonctionnement de ce mammouth ou ce paquebot. Je ne sais pas si un jour il va couler ou pas, mais toujours est-il que ce qui est assez intéressant, c'est par rapport à votre expertise à vous, c'est de vous rendre compte si vous êtes en capacité ou pas d'aller dans les méandres de Bercy pour aller chercher justement ces subventions que l'on perd chaque année et qui créent ce qu'on appelle les inégalités et qui demain vont être encore plus exponentielles, puisqu'on voit bien que la fraude à la sécurité sociale est minime par rapport à la fraude financière, les paradis fiscaux, tout ce qui est transactions boursières. Et donc j'aimerais bien savoir un peu si votre expertise permettrait de vous mandater, nous citoyens, si on arrivait à un moment donné à trouver quelqu'un qui soit suffisamment capable de rentrer dans les finances publiques pour aller chercher les fameux sous qui nous échappent aujourd'hui. Merci. Alors, si je résume la question peut-être pour vous, si vous connaissez à peu près le montant de
l'évasion fiscale, comme on dit pudiquement, ou de la fraude fiscale et sociale dans notre pays. C'est bon. Alors, on est autour de 1000 milliards, me semble-t-il, sur l'évasion fiscale, c'est ça? Oui. Je ne crois pas me tromper. Alors, pour vous répondre, on a des échanges très réguliers avec les services de l'État. Notamment, on a été auditionné on a été le seul cabinet qui a été auditionné sur l'impact de la crise pour les collectivités. Après, nous, on est sur un positionnement qui est technique. On n'est pas sur un jugement d'opportunité. Et ça, c'est le rôle des élus. Et donc, nous, on est appui sur différentes réformes. Dès qu'il y a une réforme de la fiscalité ou des dotations, on est appelé en conseil par les ministères pour proposer, nous, des solutions techniques, mais pas des solutions d'opportunité. Et donc ça reste le travail des élus, des députés, des sénateurs, des maires, etc. Donc nous, on ne se positionne pas sur ce domaine-là. Après, par contre, oui, on travaille aussi avec, ça nous est arrivé, avec des collectifs, avec certaines communes, par exemple, sur de la structuration, sur des projets de territoire, sur aider les citoyens, du coup, à comprendre ce que c'est le budget de la commune et à monter, par exemple, des budgets participatifs. Ça, c'est des choses qu'on fait. On peut intervenir auprès des citoyens directement si on est mandaté pour le faire, mais généralement, nous, nos interlocuteurs, c'est plutôt les entités publiques. Et entités publiques, du coup, on travaille avec une grande partie des communes en France, des départements, des régions, des établissements publics, mais on n'est pas directement une commission d'enquête parlementaire, par exemple. C'est pas notre travail. Par contre, effectivement, oui, on travaille. Et Michel Klopfer, le premier, donc le fondateur de notre cabinet, lui travaille depuis maintenant 30 ans, c'était l'année dernière les 30 ans du cabinet, travaille depuis 30 ans à l'analyse des lois de finances et aux différents leviers que l'État met en place, mais plus dans l'explication. Et après, on n'a pas de jugement d'opportunité à avoir. Et c'est important parce que si on commence à avoir ce discours-là, ça devient aussi compliqué de venir vous voir et de vous dire que, en fait, on a fait une expertise financière. Si je vous dis que je suis contre la réforme de la taxe d'habitation, quelle est la parole que je peux porter derrière de dire que vos comptes sont plus ou moins bons. Enfin, là, j'ai un jugement d'opportunité. Je suis plus vraiment dans l'analyse financière, et donc on essaye de pas trop aller dans ce registre-là. Je ne sais pas si je vous ai répondu correctement. Très bien, merci beaucoup. On va arrêter là, ouais, c'est bon, parce que vous n'avez pas répondu, mais c'est pas grave. C'est difficile de répondre à une question aussi vaste, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'effectivement le coût de la fraude fiscale et sociale est considérable dans notre pays et qu'on a un niveau d'évasion fiscale qui est très important également, parce qu'on est dans une dérégulation maintenant des marchés financiers qui fait que voilà, la traçabilité et la capacité de faire pression sur les acteurs est devenue pour les États complexe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire que les solutions sont compliquées. Mais en tout cas, je crois que sur simplement la fraude fiscale, on est à plus de 80 milliards par an, ce qui est quand même considérable. Voilà, j'ai oublié en tout début de réunion, mais je pense que c'est important que vous le sachiez, pardon, je fais une petite aparté, que donc nous avons ouvert le centre de vaccination ce matin, que nous avons vacciné aujourd'hui, ce qui était la première journée un peu de calage, 174 personnes, et que nous serons à 240 dès demain. Donc il y a évidemment une montée en puissance, et ensuite on montera, parce que plus de vaccins, on ouvrira des créneaux également le samedi dès qu'on le pourra, et donc les choses se passent plutôt bien. Et pour l'anecdote, mais c'est un clin d'œil sympathique, c'est donc la première vaccinée est Madame Pierrette Dupont, qui a 96 ans. Voilà, c'est son neveu qui l'a amené ce matin se faire vacciner depuis Astignan. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et je remercie les personnels médicaux, infirmières, médecins, pharmaciens qui sont présents, ainsi qu'évidemment le personnel municipal qui s'est très volontairement et spontanément mis à disposition. Monsieur Benjamin Lafare qui pilote tout ça pour nos services, les communes voisines, puisque nous faisons ça avec le Haillan, Ésine, Le Taillan et Saint-Aubin,
qui ont également prêté main forte et sur le personnel médical et sur le personnel administratif. Et les choses se sont extrêmement bien déroulées. J'ai eu l'occasion d'y passer ce matin pour l'ouverture et d'y repasser avant de venir vous retrouver. Et ma foi, les choses ont l'air de plutôt bien se dérouler. Voilà, on devrait être sur un rythme de nombre de vaccinations de 2500 par semaine. On espère ensuite monter même un petit peu plus, uniquement dans le centre de vaccination. Ça veut dire que, par exemple, il y a une pharmacienne qui m'a dit ce matin que dans sa pharmacie, cette semaine, elle allait vacciner 200 personnes. Donc il faudrait ajouter à nos 2400 toutes les pharmacies, tous les médecins, etc. Donc on va arriver quand même à un chiffre par semaine à Saint-Médard qui sera quand même extrêmement intéressant. Voilà, et je voulais simplement remercier tous ceux qui ont beaucoup travaillé pour que ça se passe ainsi, et le conseil sanitaire avec qui nous travaillons depuis le mois de septembre maintenant, avec Francis Royer, qui est l'élu en charge de la santé. Donc l'ensemble des médecins, infirmières, infirmiers, pharmaciens notamment, qui ont prêté leur concours et puis qui travaillent aussi sur notre projet de centre de santé. Voilà. Mais c'était important en cette journée où on débute la vaccination de vous en dire quelques mots. Oui, monsieur Morisset. C'est bon, quand c'est oui, rouge, c'est allumé. Puisque vous êtes sur ce sujet, je donne au moins une information, parce qu'en tant qu'habitant, on peut être vigilant, et en tant qu'élu, on peut être encore plus vigilant et responsable. Donc il me semble bon, aujourd'hui, de donner au moins une information primordiale, c'est celle de la NSM qui est sortie aujourd'hui, qui confirme qu'il y a un lien entre les thromboses de vaccin AstraZeneca. Oui, mais c'est Moderna qu'on donne au centre de vaccination. Voilà, donc il y a effectivement un lien par rapport à ça, et il faut rappeler que 13 pays ont quand même annulé la diffusion de ce vaccin. Pour l'instant, il y a vraiment une grosse prudence. Tout à fait, il faut toujours être prudent surtout, mais rappelez aussi, si vous donnez des chiffres, que hier, la Grande-Bretagne a enregistré 0 décès lié au Covid, alors que nous en avons eu plusieurs centaines. Pourquoi ? Parce que les gens sont vaccinés. Voilà. Est-ce que sur l'analyse financière, vous avez d'autres questions ? Sinon, on va vous libérer, entre guillemets, puisqu'on va passer ensuite à notre commission des finances. Oui, monsieur Trichard. Oui, juste une question. On parlait justement de cette crise sanitaire. Est-ce que dans vos analyses, vous avez pu faire un peu de prospective et savoir si cette crise perdurait, quelles seraient les conséquences sur un budget communal Aujourd'hui, oui, on l'a peut-être pas dit, c'est important pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je ne sais où, là. Le coût net par année depuis le Covid, c'est 1 million aujourd'hui. Voilà, donc 1 million d'euros l'an dernier, probablement autant cette année. Et après, ça dépendra de l'évolution, évidemment, des choses. Le risque, il est indirect, c'est-à-dire que c'est l'État qui est en train de financer aujourd'hui beaucoup d'éléments pour amortir cette crise, qui peut effectivement être tenté de se retourner demain vers un certain nombre d'acteurs, dont nous-mêmes. Mais savoir combien, ça paraît quand même hasardeux à ce stade. Allez-y, c'est allumé. Non, vous avez alors, du coup, pour vous répondre, alors ça va vous paraître peut-être bizarre, mais vous êtes un peu les moins touchés en tant que commune. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, vous avez transféré ce qui était de la taxe, enfin les taxes professionnelles qui étaient assises sur les entreprises, contrairement par exemple à Bordeaux Métropole. Vous ne percevez plus de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, plus de cotisations foncières des entreprises. Vous percevez un peu de foncier bâti sur les entreprises. Mais donc, vous avez une perte de recettes qui vont être les recettes tarifaires, notamment. Si vous fermez les crèches, les cantines, vous avez une perte sèche qui est, suivant les communes, plus ou moins compensée par les dépenses en moins. Ça dépend vraiment des territoires. Là, pour le coup, c'est vraiment très variable. Et on a une perte qui est assez substantielle pour les communes, notamment touristiques. Parce que bien évidemment, vous ne percevez plus de taxes de séjour, etc. Donc là, on peut avoir des pertes substantielles. Mais c'est surtout, par contre, sur le niveau des EPCI, où ça va frapper fort, parce que les modes de contribution tels qu'ils sont calculés, par exemple la CVAE, on a des décalages en fait sur des acomptes qui sont versés d'une année sur l'autre. Et donc là, sur les EPCI, on va avoir des pertes qui vont être sur 3 années avant de retrouver un niveau équivalent à ce qu'on avait avant crise. Donc ça c'est beaucoup plus visible sur l'échelon PCI. Voilà.
Beaucoup. Merci beaucoup pour Francis, oui, Monsieur Royer. Oui, c'est bon, c'est allumé quand c'est rouge. Oui, je voudrais revenir sur l'hypothèse... Approche-toi du micro, par contre. Oui, voilà. Je voudrais revenir sur l'hypothèse qui a été prise en compte pour l'augmentation des dépenses de fonctionnement de 1,2%, que vous avez cité comme une hypothèse faible ou raisonnable, je ne sais plus quel est le mot que vous avez utilisé. Est-ce que par rapport à la mandature précédente, quelle était la moyenne de la progression de la dépense de fonctionnement? Et est-ce que par rapport à des communes de la même taille que la nôtre, est-ce que sur ces 6 dernières années, quelle est l'évolution de la dépense de fonctionnement de communes comparables à la nôtre, pour avoir un ordre de grandeur? Et question subsidiaire, qu'entraînerait une augmentation de la dépense de fonctionnement plus importante, que générerait une augmentation plus importante? Bon. Alors c'est bon, je suis allumé, c'est bon, je ne vais pas le rééteindre. Alors j'ai un petit trou de mémoire parce qu'on a calculé 2 ratios entre 2017 et 2020, et on avait recalculé un autre ratio entre 2015 et 2020. Et on est autour de 1% d'augmentation. Alors je ne sais plus si c'est, je crois qu'on est 0,9 entre 2017 et 2020, et on est à 1,1 entre 2015 et 2020. Donc ça, c'est des évolutions qui sont très faibles, parce que la commune aussi avait choisi de contractualiser donc avec l'État, donc l'augmentation des dépenses. On est sur des dépenses qui sont très faibles. 1,2%, on est encore une fois à des augmentations qui sont assez faibles. Assez faibles pourquoi? Et je pense que j'ai pas assez insisté là-dessus, et je vous remercie du coup de me poser la question. Pourquoi c'est assez faible, 1,2%? Parce que, notamment, votre plus gros poste de dépense, c'est le personnel. Le personnel, il augmente naturellement. En fait, sans décision de la commune, c'est pas comme une entreprise où, même si les entreprises d'ailleurs, si on a une augmentation du SMIC, par exemple, les dépenses de personnel vont augmenter. La commune, c'est la même chose, en plus difficile à gérer, parce qu'on a la revalorisation des valeurs de points. On va avoir le passage de grade des fonctionnaires, donc qui vont prétendre à une rémunération plus importante. On va avoir tous ces éléments-là qui vont venir impacter nécessairement vos dépenses de personnel. Et me semble-t-il, si on considère 1,2%, le chiffre sur la période précédente, donc sur l'augmentation de personnel qui était de 0,9, on avait des suppressions de postes. En fait, c'était ça qui était en face pour maintenir ce niveau d'augmentation. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire si vous augmentez d'1,5% vos dépenses de fonctionnement? Ça veut dire que vous allez devoir recourir plus à de la fiscalité. Parce que là, on est à 10%. Nécessairement, si vous êtes à 1,4, ça veut dire qu'il va falloir rajouter 0,5 points de fiscalité durant le mandat pour pouvoir équilibrer votre budget et avoir des marges de manœuvre. Donc c'est un vase communicant. Plus vos dépenses augmentent vite, plus vos recettes ont besoin d'augmenter vite. Et donc le seul levier qui vous reste, c'est l'augmentation du foncier bâti. Merci beaucoup. Alors pour que peut-être retenir aussi 2-3 chiffres quand même, hein. Si nous prenons un ménage en 2014 qui allait payer 1 000 € de taxes d'habitation et 1 000 € de taxes foncières, admettons, on prenne une valeur moyenne, ça veut dire qu'en 2023, il paiera 0 en taxes d'habitation, donc il aura gagné 1 000 €. Et qu'avec notre augmentation de taux, il paiera 50 € de plus sur le foncier, soit 1 050. Voilà, ce qui relativise quand même aussi l'impact pour le contribuable de la hausse du taux qui est prévue. Et quand on la compare à 2015, j'attire votre attention sur un point qui me paraît quand même important, parce qu'on compare forcément à des références qu'on connaît. Notre cerveau est comme ça et c'est bien naturel. Quand on avait en tête autrefois, les impôts augmentent de 4%, admettons, ces 4%, ils s'appliquaient à la taxe foncière, certes, mais ils s'appliquaient aussi à la taxe d'habitation. Et pour ceux qui ont de la mémoire, du temps où il y avait une liaison des taux, il s'appliquait même en partie à la taxe professionnelle. Bref, il s'appliquait au foncier bâti, foncier non bâti, taxe d'habitation, taxe professionnelle. Aujourd'hui, 2021, quand on parle de 4%, on ne parle plus que de la taxe foncière. Donc les références ne sont plus du tout les mêmes, ce qui explique
que lorsqu'il y a une augmentation en 2015 de 5,80 et quelques, j'ai plus 87 je crois aussi, ce qu'importe, ça faisait un produit de 95. Aujourd'hui, avec une augmentation de 4,8, si on la vote, on peut dire le taux est proche, mais en réalité, on sera qu'à 50 €. Donc, pour le contribuable, c'est quand même très, très important, ça fait presque moitié moins. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va passer à notre commission des finances après une petite pause non musicale, parce que le Covid étant ce qu'il est, malgré les efforts de Pascal le week-end pour égayer la commune, que je remercie d'ailleurs, parce que les gens y sont très sensibles. On n'a pas de dispositif festif, mais on a simplement une petite pause de 5 minutes, puis ensuite on démarre notre commission des finances. Merci beaucoup au cabinet en tout cas. Je trouvais que pour avoir assisté à un certain nombre d'exercices de ce type, c'était clair et qu'en plus vous êtes resté dans les temps, ce qui est formidable. Merci beaucoup. Je vous en prie.